raconte. Christophe Ondelatte. Il faut tuer 3 fois dans une vie de meurtrier pour être considéré comme un tueur en série. L'homme dont je vais vous raconter l'histoire est un serial killer. Il s'appelait Jacques Fruminet. Il a sévi dans l'Est de la France. Il a passé au total 33 années de sa courte vie en prison. C'est avec l'avocat Thierry Moser que je débrieferai cette histoire tout à l'heure, avocat de la partie civile dans ce dossier. Voici donc l'histoire en 2 épisodes du terrible Jacques Fruminet. Réalisation Boris Paczynski. Europe 1, Christophe Ondelatte. Cette histoire commence un soir de novembre 1998 par une voiture qui flambe sur le parking de la gare de Colmar. Les pompiers arrivent et en quelques minutes, il ne reste qu'une carcasse fumante et puante. Une odeur âcre qui prend à la gorge. Vas-y, essaye d'ouvrir le coffre. Il y a un cadavre dans le coffre. Le cadavre calciné d'une femme à moitié nue. Et donc les pompiers appellent les flics qui débarquent dans la foulée. Oh merde, t'as vu la langue de cette femme? Sa langue sort de sa bouche. Et ça, c'est le signe qu'elle a probablement été étranglée. Et le siège passager à l'avant est complètement baissé. Ce qui peut laisser penser qu'avant le meurtre, il y a eu du sexe dans cette voiture. Du sexe consenti, ou plus sûrement un viol. Les policiers sont encore penchés sur la voiture quand un homme déboule sur le parking. Bonsoir, messieurs. C'est ma voiture, ça. Le type raconte que c'est sa compagne, Sylvie, qui se sert habituellement de cette voiture. En fait, elle travaille à Strasbourg. Et quand je suis rentré à la maison vers 8h30 après mon travail, elle n'était pas là. Donc ça m'a inquiété. Et je savais qu'elle garait sa voiture tous les jours sur le parking de la gare de Colmar. Je suis venu voir, si elle était là. Je viens d'arriver, là. Mais dites donc, j'espère que Sylvie était pas dans la voiture, hein. Le ton de cet homme, le détachement avec lequel il raconte tout ça, et cette question qu'il vient de poser, j'espère que Sylvie n'est pas dedans. Ce type est louche. Il est d'autant plus louche que c'est bien sa compagne, Sylvie Arcangeli, qui est là recroquevillée dans le coffre. Bien, monsieur, vous allez venir avec nous, hein? On a quelques questions à vous poser. Et arrivé au commissariat, faut bien lui répondre. Est-ce que sa compagne Sylvie était dans la voiture? Oui, monsieur. Elle y était. Et elle y est toujours, mais dans un sale état. Quand les policiers le lui disent, le type perd complètement pied. Son côté arrogant disparaît d'un coup. Il a l'air sincèrement surpris et sincèrement peiné. Et assez vite, ça saute aux yeux. Il n'a rien à voir avec tout ça. Et en plus, il a un alibi, il est maître d'hôtel dans un restaurant, il y a travaillé jusqu'à 8h30. Ça ne peut pas être lui. Après plusieurs heures d'interrogatoire, sa garde à vue est levée. D'après les premiers experts débarqués sur place, la voiture a été arrosée d'essence au niveau des sièges arrière. Je pense qu'on a pas mal versé d'essence avant d'y mettre le feu. Et je parierais bien que celui qui a fait ça a pris un retour de flamme. À mon avis, il s'est bien cramé la gueule. Tu veux dire qu'à tous les coups, il s'est brûlé lui aussi? Ouais, oh oui, c'est fort probable. Les gens réalisent jamais ce que ça représente de mettre le feu à quelque chose qu'on a arrosé d'essence. Les vapeurs, c'est super dangereux. Et donc, à partir de maintenant, on cherche un brûlé. Si ça se trouve, on va le trouver à l'hôpital.
Le surlendemain du drame, un homme qui a l'air d'avoir pris un gros coup de soleil débarque au commissariat de Colmar. Je viens de lire le journal là, au sujet du cadavre dans le coffre là. Figurez-vous que je suis passé sur le parking à Colmar ce soir-là. Et qu'en voulant bien faire, je me suis brûlé. Regardez mon visage. En voulant bien faire, vous dites? Expliquez-moi. Vendredi soir donc. Je laisse à Colmar une autostoppeuse que j'avais ramassée à Mulhouse. Bref. Et tout à coup, dans mon rétro, voilà que je vois une voiture qui s'enflamme. Alors moi, ni une ni deux, je me précipite vers l'incendie au cas où il y aurait quelqu'un dedans, vous comprenez? Évidemment, oui, je comprends. Continuez. J'essaye d'éteindre le feu. Et c'est là que je me brûle, quoi. Voilà pourquoi je suis tout rouge, quoi. Bref, je vois qu'il n'y a personne dans le véhicule. Tant mieux. Et puis je me dis, Jacques, avec les emmerdes que t'as eues par le passé, notamment près de la gare de Colmar, vaut mieux qu'on ne trouve pas ici, quoi. Alors, je suis parti. Voilà. On est d'accord que cet homme est chelou. Il s'appelle Jacques Fruminet. Il a 39 ans. Et il dit donc qu'il a eu des emmerdes dans le passé, près de la gare de Colmar. Des emmerdes. Voyons ce que dit le fichier. Oh, le pédigré du mec. Écoute bien. 1979. Le type a 20 ans. Il prend 8 mois de prison pour vol avec arme. Il sort de tôle. Il rentre dans son village. Et là, il s'en prend à une mamie de 78 ans. Il tente de la violer. Et finalement, il l'étouffe. Et tout ça pour lui voler ses économies. Tu sais avec combien il est reparti? Non. Vas-y. 21 francs. Le gars a tué cette femme pour 21 francs. Donc il prend 15 ans, il en fait 9, et il est libéré pour bonne conduite. Et il sort de prison. Et dans la foulée, il arrache le sac d'une vieille dame à la gare de Colmar et il reprend 4 ans. Rebelote, il ne fait que 2 ans, et à sa première permission de sortie, il agresse une première femme avec un revolver dans le centre de Colmar. Et une autre, une personne âgée sur un parking. Il reprend 9 ans de tôle. Et il ressort au bout de 7 ans. Et ça, c'était il y a 6 mois. Je commence à comprendre pourquoi il est venu nous voir et qu'il a pris les devants. Il devait se douter qu'à un moment, on allait lui tomber dessus. Bon, les gars, je crois qu'on l'a trouvé, notre bonhomme. Et il s'est jeté dans la gueule du loup, hein. Bienvenue en garde à vue, monsieur Fruminet. Ce n'est pas la première fois. Vous connaissez la musique, n'est-ce pas? Il la connaît. Et du coup, il ne lâche rien. Jusqu'à ce qu'un policier tente un coup un peu limite, mais fructueux. Dites-moi, monsieur Fruminet, vous saviez qu'elle était enceinte, la fille? Ah bon? Oui. Elle était enceinte. Peut-être de vous? C'est faux. C'est faux, mais ça marche. Il se met à chialer et il passe aux aveux. Ok, je connaissais Sylvie Arcangeli. Bien. On avance. Allez-y, racontez. On s'était rencontrés 10 jours avant, sur le même parking. Je l'ai abordé, on sait plus, je crois qu'on sait plus. Et on a eu une relation dans la voiture. Et puis on s'est dit, on se revoit vendredi. Mais vendredi, elle m'a dit qu'en fait, elle voulait rompre. D'accord? Et j'étais triste, quoi. Mais bon, on a quand même fait une dernière fois l'amour. Et après? Et après, comme moi, je voulais pas la quitter, hein, moi. J'ai pas voulu sortir de sa voiture. Et là, c'est elle est sortie. Et elle est allée s'installer dans le coffre. Vous êtes en train de me dire qu'elle s'est mise dans le coffre d'elle-même, monsieur Fruminet? Vous vous foutez de ma gueule? Elle est morte étranglée, monsieur Fruminet. Elle s'est pas étranglée elle-même une fois couchée dans le coffre. Vous l'avez étranglée. Et vous l'avez mise ensuite dans le coffre. Oui. Elle a dit qu'elle voulait plus me voir. Alors moi, je sais pas ce qui m'a pris. Je l'aimais tellement, cette femme. J'ai serré son cou. Il a avoué. Même si sans doute il ment sur certains points.
Cette femme n'a probablement jamais couché avec lui volontairement, il y a 10 jours. Mais il a avoué, et c'est l'essentiel. Bon ben, par ici la prison, monsieur Fruminet, vous connaissez le chemin. Une fois qu'ils ont mis Fruminet au chaud, les policiers se disent, à chaque fois que ce type sort de prison, il replonge direct. Il est sorti il y a 6 mois. Est-ce que Sylvie Arcangeli est sa première victime depuis 6 mois? C'est pas sûr. Alors ils se mettent à éplucher les affaires récentes non résolues dans la région. Bon, j'ai peut-être quelque chose. J'ai une femme qui a disparu à Mulhouse 1 semaine avant le meurtre de Colmar. Et regarde. Elle s'appelle Nicole Critère, 41 ans, mariée et mère d'un petit garçon. Le 13 novembre, elle n'est pas rentrée chez elle le soir. Le mari a d'abord appelé les hôpitaux, au cas où elle aurait eu un accident. Et ensuite, il est allé au commissariat pour s'entendre dire, comme souvent, « Vous inquiétez pas, monsieur, elle reviendra, votre femme. » Et donc là, il est allé voir les journalistes de l'Est républicain, il leur a donné une photo de sa femme, le numéro d'immatriculation de la voiture, et donc le lendemain, ils ont publié un encart dans le journal. Et c'est grâce à ça que 2 jours plus tard, on a retrouvé la voiture de cette femme. Vide. Ouais, ok. Je vois pas bien quel rapport ça peut avoir avec notre affaire. Bon, attends, je suis pas fini. Donc la voiture était vide, mais le siège passager était en position. Quelle position? Je te laisse terminer la phrase. Allongé. Allongé, parfaitement. Comme dans la voiture de Sylvie Arcangeli. Intéressant. Cette similitude est troublante. Fruminet l'aurait tuée, elle aussi. On de la raconte, la suite de votre récit. Attends, j'ai pas fini. Ils ont retrouvé le corps de cette fille, figure-toi, en fouillant dans le canal Rhin-Rhône, près de chez elle. Le corps, en morceaux, était enveloppé dans 2 grands sacs poubelles noirs, entourés de gros scotch et de fils électriques. Dans l'un des sacs, les jambes, et dans l'autre, la tête et le tronc. Le tout lesté de 2 plaques d'égout qui le maintenaient dans la vase à 7 mètres de profondeur. Et attends, elle aussi, elle a été étranglée. Violée, on sait pas, le corps était trop dégradé, mais étranglée, c'est sûr. Avec 2 ou 3 éléments supplémentaires qui, pour le coup, sont pas communs aux 2 affaires. Elle a été frappée avant de mourir, et surtout, on a retrouvé des traces d'un neuroleptique dans son sang. Du nosinant, je sais pas si tu vois ce que c'est. Voilà tout ce que j'ai pu collecter sur cette affaire chez les collègues de Mulhouse. C'est lui, hein. À mon avis, c'est lui. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On sort Fruminet de prison et on lui colle cette nouvelle affaire sous le nez. Non, pas de précipitation. Il y a certes des similitudes avec le meurtre de Sylvie Arcangeli, mais ça ne fait pas des preuves. Or, Fruminet est un dur. Il en a fait des gardes à vue dans sa vie. Si on veut des aveux, il vaut mieux avoir des preuves à lui poser sur la table. Les policiers commencent à s'intéresser aux 2 sacs poubelles qui renfermaient les morceaux du cadavre de Nicole Critère. Bon, je me suis rencardé, c'est pas des modèles très courants, ça se vend pas dans le commerce. Et d'après ce qu'on m'a dit, c'est des grands sacs qui sont utilisés dans les grands containers, tu sais, du genre qu'on utilise dans les immeubles, quoi. D'accord? Avec ça, on est bien avancé. Attends, Fruminet, depuis qu'il est sorti de tôle, il est concierge, figure-toi, dans un immeuble. Alors je me suis rencardé, figure-toi que c'est lui qui change les sacs des containers. Ça n'est toujours pas une preuve formelle que c'est lui qui a tué Nicole Critère. Mais c'est un petit pas de plus. Et puis, les collègues de Mulhouse, ils sont aussi intéressés aux plaques d'égout qui lestaient les sacs, tu sais, au fond du canal. C'est pas le genre de plaque qu'on trouve sur la voie publique, ni à Mulhouse, ni à Colmar.
C'est plutôt le genre de plaque qu'on utilise dans les écoles, tu vois, dans les mairies, dans les cours des immeubles, quoi. Dans son immeuble, par exemple, là où il était concierge. Non. En revanche, en perquisitionnant sa loge et son petit atelier, figure-toi que sur un meuble plein de poussière, les collègues de Mulhouse ont retrouvé la silhouette d'une plaque similaire. Ça veut dire qu'il l'avait posée là, quoi. Ça n'est toujours pas une preuve absolue. Mais mis bout à bout, ça commence à faire beaucoup. À propos, que racontent les habitants de l'immeuble de Mulhouse où il était concierge, Fruminet? Les hommes le trouvaient plutôt sympathique. Mais les femmes racontent qu'elles le trouvaient effrayant. Une fois, je me suis retrouvé seul dans l'ascenseur avec lui. Il a rien fait. Mais je sais pas, il était... Enfin, depuis... J'avoue que c'est quelque chose qui revient souvent dans mes cauchemars. Moi, figurez-vous, un jour il m'a serré le cou. Et je l'ai dit aux gens de l'immeuble. Personne n'a voulu me croire. Ils m'ont pris pour une folle. Vu ce qui s'est passé, moi je crois que je l'ai échappé belle. Et c'est aussi en enquêtant dans l'immeuble que les policiers découvrent que Jacques Fruminet connaissait Nicole Critère. Je me souviens, j'avais organisé un pique-nique. Et Nicole, elle y était. Et j'avais invité Fruminet, normal, hein, il habite juste au-dessus de chez nous. Et alors dès qu'il l'a vu, il a foncé dessus. Et il l'a pas lâché, de tout le pique-nique. Ça non plus, ça n'est pas une preuve accablante. Mais ça vient s'ajouter au reste et ça commence vraiment à faire beaucoup. Le siège avant passager incliné dans les deux voitures. La même méthode pour tuer, c'est-à-dire l'étranglement. Les sacs poubelles qui contenaient les morceaux du corps de Nicole Critère qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à ceux qu'il utilise dans l'immeuble où il est concierge. La trace de la plaque d'égout qui lestait le cadavre visible dans la poussière chez lui. Et le fait qu'il la connaissait. Ça suffit pour le placer en garde à vue. Nicole? Ah oui, moi je vois qui c'est. Mais moi, c'était pas trop mon type de femme. Hein. Vous savez, je l'ai trouvée trop mince. Pitoyable défense. D'autant qu'assez vite, il finit par lâcher. Ouais, bon. C'est vrai qu'on s'est fréquenté avec Nicole. Et ça a même bien fonctionné entre nous. Si bien qu'elle voulait plaquer son Jules pour moi. Moi aussi, je l'aimais bien, Nicole. Mais bon, elle avait un enfant et un gentil mari, quoi. C'était pas raisonnable de sa part de le quitter. Alors moi, j'ai préféré prendre mes distances. Même si, ouais, ça me déchirait le cœur. Mais elle voulait rien entendre, quoi. Elle me relançait tout le temps. Je lui répondais plus au téléphone, hein. Et un jour, elle a débarqué dans ma loge, elle était en larmes, je lui ai dit, Nicole, c'est fini, quoi, Nicole. Et là, par désespoir, hein, je dirais, elle a attrapé les comprimés de Nosinant que j'avais préparés sur la table, elle les a avalés. Et au bout d'un moment, moi, j'ai cru qu'elle dormait à cause du Nosinant, mais en fait, je me suis aperçu qu'elle respirait plus, quoi. J'étais là, je savais pas quoi faire. Je me suis dit qu'à cause de mes histoires passées, on allait me soupçonner, quoi, coup sûr. Qu'est-ce que je pouvais faire, moi? Je me suis débarrassé du cadavre dans le canal. Ce type est incapable d'assumer ce qu'il a fait. C'est lui qui l'a tué, elle aussi, c'est clair. Mais il faut toujours qu'il trouve une histoire abracadabrantesque pour dire que c'est lui, mais que c'est pas lui. La vérité, c'est que le 13 novembre, il l'a sans doute attendue devant chez elle. Il l'a vue monter dans la voiture, il l'a suivie, il l'a doublée, il l'a bloquée, et puis il s'est jeté sur elle, et il l'a ligotée, puis forcé à avaler du Nosinant, et puis après il l'a poussée sur le siège passager, il a baissé le siège, et il l'a violée, et puis étranglée, et il est allé jeter le corps dans le canal. Et une semaine plus tard,
il étranglait Sylvie Arcangeli sur le parking de la gare de Colmar. Vous noterez que s'il est condamné pour ces deux meurtres, et honnêtement, on voit pas comment il pourrait y échapper, alors c'est un tueur en série. Il y a 20 ans, il a tué Madame Bottini, une vieille dame de son village. 19 ans plus tard, à sa sortie de prison, il a tué Nicole Critter. Et une semaine plus tard, Sylvie Arcangeli. 1, 2, 3. Faut 3 meurtres pour être considéré comme un serial killer. On y est. Et maintenant, l'éternelle question. Comment s'est fabriqué cet homme qui a tué 3 fois? Ah ben c'est toujours la même histoire. L'enfance. C'est toujours dans l'enfance que les criminels psychopathes se construisent pas à pas. Ou plutôt, se détruisent méthodiquement. Fruminet est né dans les Vosges en 1959. Petit dernier d'une famille de 7 enfants. Ses parents étaient des barjots alcooliques et ils vivaient en troupe, figurez-vous. Le mari, la femme, l'amant, sous le même toit. La mère couchait un coup avec l'un et un coup avec l'autre. Pour vous dire, je sais même pas lequel des deux est mon père. Comment voulez-vous qu'un enfant se construise droit dans un tel contexte? Et alors ils arrêtaient pas de dire qu'ils auraient dû s'arrêter à 6 enfants, quoi. Et que moi, le 7e, j'étais trop, quoi. Et comme j'étais trop, il me cognait tout le temps. Parfois, il me réveillait la nuit pour me frapper. L'un et l'autre. Hein. Et ma mère aussi. Ma mère, elle me mettait de ses raclées. Comment voulez-vous être un adulte équilibré après une petite enfance comme ça? À l'école, Jacques est un cancre. En classe, il est insupportable. Il pique des crises de nerfs. Il agresse ses camarades et aussi la maîtresse. Il est invivable. Et comme ensuite, à 8 ans, il ne sait ni lire ni écrire, il devient la tête de turc de toute son école. Et assez vite, de tout son village. Il se foutait de moi tout le temps. Il disait que j'étais fou. Et lui s'est enfermé dans un personnage qui marchait toujours la tête basse. Et qui avait honte de lui-même. Voilà comment on devient Jacques Fruminet. Et quand l'adolescent pointe le bout de son nez, ça s'arrange pas. Les services sociaux le placent dans un institut médico-psychologique, au pavillon des agités. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelait. Bon, mais quand même, là-bas, j'ai appris la maçonnerie et la peinture, faut reconnaître. Une aubaine pour les parents, qui s'en étaient débarrassés sans état d'âme, mais qui, du coup, veulent absolument le récupérer. Ah oui, maintenant qu'il est maçon, il va gagner de l'argent, et il va le leur donner. Ils vont pouvoir enfin exploiter ce 7e enfant qui ne servait à rien. Voilà. Fruminet n'a jamais connu l'amour maternel, ni paternel. Il a grandi dans un environnement malsain. Il a été battu toute son enfance. Un psychopathe est né. Un grand garçon qui n'a qu'un seul projet, dépouiller ses contemporains. Il s'achète une arme et il se lance. À même pas 20 ans, il est condamné à 8 mois de prison pour vol avec violence. Il sort de prison, il rentre dans son village, et le lendemain, vous entendez, le lendemain, il débarque chez une vieille dame du village, Madame Bottini, il la ligote, il la bâillonne, et il l'étouffe, avant de lui voler ses économies. 21 francs. Et on retrouve la mamie, les fesses à l'air. Il y a du sperme sur ses cuisses. Il a tenté de la violer. Les baves reçues dans son enfance ont gravé le crime dans son ADN. Mais selon les psychiatres qui l'ont examiné, il ne souffre d'aucune maladie mentale. Il paraît que c'est quelqu'un de normal. Alors va pour la normalité. On peut le juger. On va le juger. Que les choses soient claires. Je ne dis pas que c'est anormal qu'on le juge. Mais reconnaissons au moins qu'il n'est pas né sale type et qu'il n'y est pour rien. Objectivement, pour rien. Condamnons-le à perpétuité, c'est sans doute ce qui va se passer.
Mais ne nous voilons pas la face. Ce monstre, comme vous dites souvent, c'est nous, ces congénères humains dits normaux, qui l'avons patiemment construit. C'est en décembre 2001, à Colmar, qu'on juge Jacques Fruminet pour les 2 crimes qu'il a commis 3 ans plus tôt. Il a maintenant 42 ans, depuis qu'il est en prison. Il a bien pris 30 kilos. Et il persiste dans son déni. Il n'a pas violé et étranglé Sylvie Arcangeli. Et Nicole Critter, eh bien, elle s'est suicidée. C'est sa dernière version. Elle s'est jetée sur les cachets de Nosinant que j'avais dans ma loge. Moi, j'y suis pour rien. Son avocate lui fait immédiatement remarquer à l'oreille que cette position est intenable. Alors finalement, il finit par concéder qu'elle n'a pas avalé elle-même les comprimés et qu'il l'a un peu forcée à le faire. Le 2e jour, une femme s'avance à petits pas à la barre. Elle a croisé la route de Jacques Fruminet en 1991 sur un parking de Colmar. Pour ce qu'il lui a fait subir, il a été condamné à 9 ans de prison. Il est rentré dans ma voiture avec une arme à la main. J'ai eu le réflexe de vouloir sortir, mais il m'a dit « Tu sors pas, sinon je te tire dessus ». Alors il m'a fait asseoir côté passager. Il a pris le volant et il a démarré. On a roulé une 20aine de kilomètres. Et puis il s'est arrêté en pleine campagne. Et là, il m'a mis direct la main sur le pantalon. Je lui ai dit, si tu cherches ça, trouve-toi une jeune, pas une vieille comme moi. Et il m'a répondu, j'aime les vieilles. Et là, il a ouvert sa braguette. Il a sorti son sexe. Et il a pris ma tête et il l'a plaqué tout contre. Et j'ai dû... Je peux pas le dire. J'avais envie de vomir. Et après, il m'a ramené à Colmar. Le 3e jour du procès, il est furieux à cause des articles publiés la veille par la presse à son sujet. Et il se met à insulter les journalistes présents dans la salle. Et soudain, il saute par-dessus la rambarde de son box et il se jette sur l'un d'entre eux. Heureusement, un policier le neutralise. La parole est à l'expert psychiatre. Il s'agit d'un pervers sexuel, sadique, d'une très haute dangerosité criminologique, avec une indubitable tendance maximale à la récidive. En conséquence, Jacques Fruminet est condamné à la réclusion à perpétuité avec une peine de sûreté des 2/3. Il ne manifeste aucune émotion. Il meurt 13 ans plus tard, en prison, à l'âge de 54 ans. La prison où il aura passé 33 années de sa vie. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'histoire du tueur en série français Jacques Fruminet, qui dans l'Est de la France, entre 1979 et 1998, a tué 3 fois, et qui, pour les 2 derniers meurtres, celui de Sylvie Arcangeli à Colmar et de Nicole Critter à Mulhouse, a été condamné à la perpétuité, assorti d'une peine de sûreté des 2/3. Et maître Thierry Moser, avec qui je suis, était dans cette affaire l'avocat de la famille de Nicole Critter, avocat donc de la partie civile. Il faut absolument, Thierry, que vous nous le décriviez, cet homme. Moi, je l'imagine totalement rustre, mais je me trompe peut-être.
Je suis sorti meurtri de ce procès. Il a duré plusieurs jours et c'était vraiment ce procès, c'était un film d'épouvante, un film avec un scénario lamentable, un procès ou un dossier dans lequel tout était mauvais, minable, affreux, à ras debout, dirais-je. Et Jacques Fruminet nous donnait l'impression qu'il est une bête féroce qui a massacré ses victimes. Vraiment, on a atteint, je dirais, l'insoutenable dans ce procès. Et ce qui nous a frappé, outre l'horreur des faits que vous avez décrits, avec brio comme d'habitude, ce qui nous a frappé, c'était l'absence d'une réserve morale chez Fruminet pour puiser un remords. Nous n'avons senti aucun élan affectif qui aurait pu entraîner vers lui un peu de sympathie, un peu de pitié. Et ce que j'éprouvais moi-même, c'est que c'était vraiment ce procès, c'était, je dirais, le galimatia de l'horrible. Mais il est comment il est très rustique, il est primaire, il est animal. Il est primaire, il est rustique, il est animal. Il n'y a aucun ressort moral chez lui. Vous avez à l'instant évoqué la déposition du psychiatre qui parlait effectivement d'un monstre froid, irrécupérable, n'ayant aucune conscience morale, présentant une structure perverse de la personnalité. Et je crois que c'est l'avocat général qui nous disait que ce Fruminet est de la race des Francis Holm ou des Guy Georges, donc un serial killer dans toute l'horreur de cette situation. Et donc effectivement, le fait qu'il ait déjà été condamné à 15 ans de réclusion alors qu'il avait 20 ans aux assises des Vosges pour avoir tué la malheureuse dame de 78 ans, effectivement, le fait, cette première condamnation, la persistance dans la réalisation des crimes et des délits sitôt qu'il est remis en liberté, tout cela, son comportement lors du procès, que je décris brièvement il y a quelques instants, tout cela a contribué naturellement à la sévérité de ce verdict. Comment est-ce que Nicole Critter, puisque c'est de sa famille que vous êtes l'avocat, comment s'est-elle fait prendre au piège, Nicole Critter? Elle le rencontre donc à un barbecue. Nicole Critter, alors donc Fruminet venait parfois dans l'immeuble donc où habitait Nicole, puisque Fruminet avait une amie, une copine, je ne sais pas comment dire, qui s'appelait Anita Laibé, qui habitait dans cet immeuble. Et c'est comme ça qu'il a donc vu cette malheureuse Nicole. Et le jour des faits, Nicole donc se lève très tôt le matin, elle part à son travail, elle travaillait comme caissière dans un Super U qui n'était pas trop loin, et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il a pu réaliser son opération de, comment dirais-je, d'arrestation et d'appréhension, et la suite, vous la connaissez, vous l'avez relaté excellemment bien. À aucun moment, Nicole Critter n'est un peu amoureuse de Jacques Fruminet. Jamais de la vie, ça c'est de la haute fantaisie, puis alors ce que je trouve absolument épouvantable, c'est que le mari de Nicole a été soupçonné, lui, d'être le meurtrier de sa femme. Il a été dans le collimateur de la police pendant plusieurs mois. Et ce n'est finalement à l'expiration d'un délai de 2 années après réalisation du crime, ce n'est que 2 années après que Fruminet est enfin mis en examen pour avoir donné la mort à Nicole. Mais pendant ce laps de temps, le malheureux mari a été effectivement sur la sellette, et il est venu aux yeux des policiers, il pouvait être le coupable. Les policiers n'ont pas tout de suite acquis la conviction de l'implication criminelle de Fruminet. Ils ont été prudents dans leurs investigations. On ne peut pas les blâmer non plus pour cet excès de prudence. Et lorsque le mari est venu comme partie civile devant la cour d'assises de Colmar, il a évidemment relaté ce climat insupportable de suspicion, ces calomnies qui en ont résulté à son encontre, et c'était aussi un moment très pathétique de ce procès, tout comme la déposition des parents de Sylvie Arcangeli qui venaient donc évoquer cette jeune femme de 33 ans
qui souriait à la vie, qui voulait vivre, qui était une jeune femme tout à fait brillante, qui voulait organiser une famille, enfin être à l'origine d'une famille, mener une vie de famille normale. Et quand on a vu aussi, je reviens maintenant au mari de Nicole Critter, quand il évoquait leur enfant commun, qui avait 10 ans au moment du crime, c'était aussi pathétique. Et il disait notamment que le couple a eu pas mal de difficultés pour avoir cet enfant. Et voilà cet enfant qui enfin vient au monde, qui fait le bonheur de ses parents. Et voilà sa maman qui est assassinée dans des conditions atroces alors que le petit n'a que 10 ans. Thierry Moser, la question du mobile de ces meurtres. C'est pas l'argent, c'est sûr, puisque sa première victime, Madame Bottini, il part avec 21 francs. Le mobile, il n'est que sexuel. Le mobile sexuel épiteux, c'est aussi le mobile fait pour ce pervers narcissique, il faut appeler un chat, c'est de lui conférer, lorsqu'il agit dans le crime, c'est de lui conférer un sentiment d'omnipotence, de domination sur autrui, de maîtrise absolue de la vie d'autrui. Et ça, c'est certainement, je l'imagine, un sentiment grisant qui s'ajoutait à la pulsion sexuelle. Et c'est ça, je crois, le mobile des actions criminelles répétées de Jacques Fruminet. Au passage, disons que c'est ça, un pervers narcissique. Et c'est pas ce que les gens disent toute la journée, oh là là, ma femme, c'est une perverse narcissique, mon mari, c'est un pervers narcissique. Donc c'est ça, un vrai pervers narcissique. Un pervers narcissique, c'est celui qui trouve son plaisir, son contentement, sa satisfaction dans ce sentiment trouble d'omnipotence, de pouvoir dominer autrui, de pouvoir faire de la vie d'autrui, de l'intégrité d'autrui, ce qu'on a envie d'en faire. Et c'est un sentiment qui est vraiment, comment dirais-je, qui est laid, qui est bas, qui est indigne d'un être humain. Et malheureusement, c'est quelque chose qui existe chez pas mal de nos semblables, oserais-je le dire. Pourquoi est-ce qu'il n'assume pas totalement ses meurtres? Par exemple, pour Nicole Critter, il dit elle s'est jetée sur les cachets de Nosinant que j'avais dans ma loge et elle les a avalés. Or, je les avais préparés pour moi. Il n'assume pas, il n'avoue pas. Il n'avoue pas parce que, bon, d'abord, comme les psychiatres et psychologues l'ont dit, il est responsable pénalement, il est quand même conscient de ce qu'il fait, il n'est pas, comment dirais-je, à côté de la plaque, quelqu'un qui ne serait pas conscient de ses actions, il est donc responsable pénalement, et en plus de ça, c'est pas un intellectuel, mais il a une certaine forme d'intelligence. Il est rusé, il est roué. Il me faisait penser d'ailleurs à un autre tueur en série alsacien contre lequel j'ai ferraillé, qui est Pierre Bodin, qui est aussi quelqu'un de primitif, de primaire, mais quand même doté d'une intelligence pratique, d'un sens de la ruse et de l'esquive, et c'est quelqu'un qui, ne possédant, je parle maintenant de Fruminet, ne possédant aucune conscience morale, et bien évidemment, il sait ce qu'il attend, il a tâté de la prison pendant pas mal d'années, vous l'avez dit, il voudrait échapper à ce sort fort désagréable pour lui, je le conçois, et la prison c'est fait pour ça finalement, dans une certaine mesure aussi, et donc il essaie de trouver des échappatoires pour échapper donc à une peine de prison qui serait trop lourde pour lui. Pourquoi est-ce qu'il découpe le corps de Nicole Critter? C'est utilitaire? Je pense que c'est horrible ce que je vais dire, mais je pense que pour caser, j'emploie un mot épouvantable, pour caser les membres de ce corps, pour caser ce corps dans les sacs poubelles, il faut le découper. C'est horrible à dire, mais enfin, bon, pardonnez-moi. Et il faut de même lester le corps avec des plaques d'égout. Et vous avez dit que le corps se trouvait à 6 ou 7 mètres de profondeur dans le canal. Et donc, effectivement, c'est quelqu'un qui agit avec ruse, avec malignité, avec une certaine intelligence pleine de roublardise, pardon. Il veut donc échapper ainsi à la sanction pénale. Et c'est aussi quelque chose, un aspect de cette personnalité sournoise qui a fortement à disposer les jurés. C'est pas sûr qu'il l'ait violée, Nicole Critter. On peut penser que oui. On ne sait pas trop, parce que je crois que vous avez dit que le corps était dans un état tel que les investigations expertales, notamment de médecine légale, s'avéraient très problématiques. Oui. On peut le supposer. Je rappelle que le corps était dénudé dans la partie inférieure. On sait que Fruminet est agité par des préoccupations de nature sexuelle. Donc on peut penser que, à l'instar de Sylvia Arcangeli, la malheureuse Nicole
a également été violé, mais on n'a pas pu le démontrer. Et Fruminet était poursuivi pour meurtre en récidive légale, mais non pas pour viol sur la personne de Nicole, encore que je pense personnellement qu'il a également violé Nicole. Alors on va peut-être même sans doute me jeter des tomates à la figure pour la manière dont j'ai raconté ce que cet homme avait subi dans son enfance et qui explique l'homme qu'il est devenu. Il a été condamné, c'est normal, il a été jugé, c'est normal, il est mort depuis, mais n'empêche que ce garçon a d'abord été une victime. Vous êtes d'accord pour me suivre là-dessus ? Je suis d'accord dans une certaine mesure. Raison pour laquelle, au moment du premier procès qui se déroule aux assises, donc après l'homicide sur André Bottini, donc ce premier, donc il a 20 ans, il viole et tue cette vieille dame, enfin cette dame âgée de 78 ans, et il passe aux assises. Et là, on pourrait effectivement supposer que, vu l'horreur du crime, il pourrait être condamné à une sanction très très lourde. Les jurés d'Épinal lui donnent à ce moment-là une certaine chance. Il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle et vous avez dit qu'il fait grosso modo la moitié, je crois qu'il a fait 9 ans de prison. Oui. Donc je note que en ce qui concerne les modalités d'exécution de la peine, de la sanction pénale, il y a quand même eu beaucoup de, de modération et d'indulgence. Les différents magistrats et les tribunaux d'application des peines ont veillé à lui donner une certaine chance de réinsertion sociale. On lui a tendu la main à plusieurs reprises. Il n'a pas voulu saisir les opportunités qui lui étaient données. Il n'a pas, répondu aux sollicitations patientes de la justice pénale, et c'est certainement ce qui a également indisposé les jurés et les a conduits à la sévérité absolue, à savoir donc la perpétuité plus période de sûreté de 22 ans. Mais est-ce que vous allez, comme je le fais moi-même, jusqu'à dire que, au fond, quand on a été un 7e enfant inutile, quand ses parents vivaient en trouble et qu'on ne sait pas qui est son père, quand on a été battu toute son enfance, quand on a été la risée de toute son école et de tout son village, on est quelque part fracassé pour la vie et à peine responsable de ce qu'on fait de sa vie, quoi. Je suis d'accord avec vous dans une certaine mesure. On est fracassé pour la vie. C'est absolument injuste le sort qui a été infligé à ce Jacques Fruminet. Mais je redis ce que je disais à l'instant, j'essaie de synthétiser. On lui a donné sa chance. Les différents magistrats qui ont connu de ces différents dossiers ont essayé quand même de le replacer sur la bonne voie. Oui. Il n'a pas séjourné en prison outre mesure par rapport aux peines qui ont été prononcées. Les peines réellement exécutées ont été bien inférieures aux peines qui ont été prononcées, ce qui est une façon de prendre en considération le très lourd passé de ce garçon. Oui. Voilà comment je vous réponds. Merci beaucoup Thierry Moser. Je rappelle votre livre « Mes procès insolites » aux éditions du Cygne. Et si vous voulez me jeter des tomates, n'hésitez pas à le faire sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok et sur Instagram. Je suis là pour ça. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.